Vous écoutez La Pépite, épisode 39. Aujourd'hui, je reçois Sylvie de Papote et Lunaison et on va parler de tarot contextuel. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile Faltasi, je suis tarologue et coach de croissance. J'ai créé La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie, pour partager ensemble notre passion des cartes et du développement personnel et professionnel. Mon objectif, t'aider à faire grandir ton mindset et passer à l'action pour mener ton idéal de vie grâce au tarot. C'est parti! Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on part à Poudlard, ou presque, avec Sylvie de Papote et Lunaison. Alors, on va pas parler du château dans cet épisode, mais on va parler de tarot contextuel. C'était un thème qu'on a souhaité aborder avec Sylvie pour cet épisode. On a vraiment eu à cœur de t'emmener de la matière pour réfléchir à ta pratique de tarot. C'est un épisode très complet. Donc vraiment plein de bonnes ressources et on espère que tu y trouveras ton compte et que ça va t'aider à passer le cap des tirages de tarot contextuels tels que les présente Sylvie. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de me replonger dans des petits tirages bien ciblés, bien pensés et c'était vraiment de très très bons conseils. Juste avant de plonger dans l'épisode, je te rappelle que tu peux participer au challenge Tarot Vie Pro que je propose gratuitement sur Podia. Tu peux t'inscrire dans le lien en note de l'épisode. Ça te permettra de faire un point sur ta vie professionnelle si tu en ressens le besoin. Et c'est accessible, donc n'hésite pas. Le lien est juste en dessous. Également, avant qu'on embarque, n'hésite pas aussi, je t'invite à noter l'épisode de 5 étoiles sur Apple Podcast ou laisser un commentaire. Apple et Spotify, c'est pareil, ça fait toujours plaisir et très sincèrement, ça me permet aussi de faire rayonner la pépite si tu participes à laisser un commentaire et une note de 5 étoiles. Donc merci beaucoup d'avance pour ton soutien. Sans plus attendre, on rejoint Sylvie pour cet épisode dédié au tarot contextuel qui se promet d'être réellement passionnant. Allez, c'est parti, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Sylvie, bienvenue sur la pépite. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir. Ah, je suis tellement contente de te recevoir et je pense que là, les auditeurs aussi, parce que tu étais réclamée vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup par les auditeurs de la pépite. C'est cool. On avait fait un petit sondage récemment et alors j'étais inondée de Sylvie, papote et lunaison. Et c'est Ça fait trop cool. plaisir. Mais oui, ça fait plaisir. C'est vraiment chouette. Aujourd'hui, on vous a prévu une super thématique avec Sylvie. On va parler de tirage tarologique, de pratique de tarot, tout ça. Voilà, on va plonger avec toi dans ton univers. On va pas pouvoir Yes. parler de tout, hein, on est d'accord? Parce que Ouais, on est bien d'accord. là, si on doit aller visiter tout ton monde avec toi aujourd'hui, on n'en aurait pas assez d'une année, hein, donc bah, écoute, sans plus attendre, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter aux auditeurs et puis on va glisser tout doucement dans ton univers avec toi et aller aussi vers ce qu'on vous a concocté avec Sylvie, c'est-à-dire parler des tirages et de la pratique tarologique. Mais avant, Sylvie, qui es-tu? Ah, Sylvie, qui es-tu? Alors, je suis, taronaute. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que tarologue, il y a un côté un peu, tu sais, étude des symboles et puis de l'utilisation de l'outil un petit peu de manière, bon, moi j'explore en fait, voilà. Taronocie, c'est sympa comme terme, l'exploration du tarot et du coup, je pratique, depuis, en fait, pas très longtemps. Les gens sont souvent surpris quand je dis ça, mais j'ai commencé à pratiquer le tarot vraiment de manière assidue depuis 2017. Donc ça, voilà, de l'échelle de ma vie, c'est pas énorme et voilà, je suis, du coup, pratiquante de tarot depuis, 2017. J'ai, une entreprise qui s'appelle Lunaison. Donc je vis de mon activité, depuis officiellement 2020 de manière, full time, quoi. Et voilà, je suis, maman de 2 petites filles, qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps en ce moment. Et et je suis aussi, ça fait partie de ma casquette, même si on n'explorera pas ça aujourd'hui, mais je suis professeure de tarologie à Poudlard. C'est comme ça que j'aime bien le dire, puisque j'étudie beaucoup les symboliques du, château et du monde des sorciers en lien avec, le tarot, parce que ça me fascine complètement. Donc voilà, en quelques mots. C'était très concis. On voit bien ton évolution. Est-ce que tu es arrivée au tarot en 2017 par Ouais. Poudlard ou est-ce que c'est arrivé d'une autre façon? Complètement d'une autre façon. En fait,
J'ai pas été, le tarot, c'était quelque chose que je connaissais déjà d'avant, parce que quand j'étais petite, ma marraine tirait les cartes. Donc je connaissais le tarot de Marseille, je connaissais, je voyais, les imageries. On me parlait de tarot, c'était le tarot de Marseille qui venait, dans un premier temps. Ma marraine avait des jeux, assez classiques, de ce que j'appelle la vieille école cartomancie, le normand, triade, l'oracle UG, voilà, ce genre de choses qu'elle cachait sous ses oreillers. Et et quand j'allais chez elle, et avec ses pendules, ça, enfin, voilà, moi, ça me fascinait complètement. Et quand j'allais chez elle, je me souviens qu'elle me disait souvent, «C'est pas des cartes pour jouer là», enfin, parce que je lui demandais souvent de jouer avec ses cartes, mais elle me disait: «C'est pas des cartes pour jouer», donc et puis elle était très, voilà: «On ne touche pas mes jeux», voilà. Et moi, 1re chose que je faisais quand elle avait le dos tourné, c'est que j'allais sous son oreiller, chipoter avec ses cartes. Donc donc j'avais une connaissance, en fait, du monde, du tarot. Et c'est assez, rigolo parce que le tarot, il est revenu comme ça assez souvent et à chaque fois, je l'ai repoussé. C'est-à-dire que, par exemple, le moment le plus flagrant, ça a été le premier jour de mes études universitaires. Donc moi, j'ai fait des études d'orthophonie, en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Et le premier jour, de mes cours, je me balade dans la ville, il y a une énorme Fnac et cetera. Moi, j'avais jamais mis les pieds dans une Fnac, j'étais aux anges là. Et en fait, je tombe sur, une boîte de tarot, que ça s'appelait même, la boîte à tirer les cartes, apprentie voyante, machin, enfin, c'est en fait le tarot, comment ça s'appelle? Le Housewives Tarot, je pense qu'il s'appelle en anglais. Et donc c'était la version traduite, tu sais, à 12 balles, et en fait, je sais pas pourquoi j'achète ce truc, quoi. J'achète ce truc, je rentre dans mon cote étudiant, donc dans mon petit studio. Et et je sais pas, je dois poser une question banale, genre: «Est-ce que je vais réussir mon premier er semestre?» Enfin, tu vois, genre quand tu es étudiant, c'est un peu ton, et genre je tombe sur le 9 d'épée, tu vois? Et je suis là: Oh mince, «Oh, l'angoisse. merde, l'angoisse, laisse tomber!» Et j'ai rangé ce truc, et cette boîte de tarot est restée dans mon studio étudiantin, dans mon sur mon étagère où il y avait tous mes bouquins et tout ça. Et c'est resté là pendant 5 ans, j'ai plus touché. Et c'est fou que, en rétrospective, tu vois, je me dis, c'est fou comme ça vient toujours un peu te titiller, et jusqu'à ce que tu sois prêt, en fait. Et en 2017, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste regardé une vidéo, favoris, bien-être ou je sais plus quoi, de ça devait être soit c'était Héloïse, alors je sais plus son nom, tiens, Héloïse, quelque chose, Héloïse Monchablon, un truc du genre. C'est une youtubeuse qui parle de produits de beauté à la base, de ouais, de bien-être, de croissance personnelle et cetera. Et en fait, dans ses favoris, elle a sorti le tarot de Marseille. Et là, je sais pas, je me suis dit: «Oh, c'est vrai, je me souviens de ce truc», et puis en fait, de vidéo en vidéo, c'était fini. Voilà, c'est là, tu plonges dans la marmite et tu en ressors pas du tout, quoi. Donc voilà, c'est juste revenu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et c'est comme ça que ça a redémarré. OK, donc là, on est en 2017, tu as le déclic Ouais. avec la vidéo d'Héloïse. Mmh. Et là, tu te dis: «Tiens, il y a un truc à faire avec les cartes», ou ça te rappelait ta marraine, ou Ouais, ouais, comment c'est ça s'est ça. passé, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, déjà, ce qui a vraiment changé avec cette vidéo, c'est qu'elle utilisait le tarot d'un point de vue, de développement personnel, et que moi, j'avais une appréhension très forte par rapport à la cartomancie, à tout ce qui était divinatoire, et ma marraine, c'est ce qu'elle pratiquait. Donc encore maintenant, ma marraine, elle a une vision des cartes du si j'ai, je sais pas moi, la carte de la tour et la carte de la mort, quelqu'un va décéder dans un Mmh. hôpital. Enfin, tu vois? Ce genre de truc. Alors que moi, c'est pas, du tout mon approche. Et quand j'ai vu qu'il y avait une autre façon, en fait, d'utiliser les cartes, c'est là que ça m'a un peu intéressée. Et avant d'acheter un tarot de Marseille, je me suis juste acheté un oracle. Alors je me souviens, je l'ai revendu depuis parce qu'il me parlait plus du tout, mais c'était l'oracle du peuple animal de Ryu. Et j'avais acheté ce jeu. Et juste, bah, voilà, le côté très, posé, de se poser avec ses cartes, c'est un moment pour soi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'étais dans une période où ma fille avait, quelques mois, elle avait 6 7 mois. Et donc c'est très important pour moi de retrouver un peu cette connexion, à moi après, 9 mois avec un autre être humain dans son corps. Et Voilà. oui, tout à fait. Donc voilà, ça a résonné comme ça, et c'est surtout le fait que ce soit une utilisation différente, du tarot, qui m'a ouvert sur tout ça. Parce que si ça avait été très, franchement, porté sur cartomancie, voyance, divination, je pense que ça m'aurait pas plus intéressé que ça à ce moment-là. Parce que c'est l'erreur que j'avais fait
en tirant la carte notamment, par rapport à mon semestre, à la réussite de mon semestre, c'est que j'étais dans une optique, OK, c'est et d'ailleurs le jeu était fait pour ça, donc moi j'ai juste suivi le livret. On pose des questions pour savoir son avenir et donc, est-ce que je vais réussir mon semestre? Paf! 9 d'épée, mais tu rêves. C'est plié, au revoir Tu sais, madame. donc voilà, mais je ouh là, non, non, ça va merci, va te faire voir, reste dans ton coin, je veux plus te voir Tu l'as et réussi ton semestre? ah mais les largement, largement, tu vois? Donc c'est quand j'ai vu ça, c'est quand j'ai vu qu'il y avait une autre porte, pour, l'utilisation des cartes que là, ça m'a vraiment intéressée. Et tu es partie dans le tarot avec un tarot de Marseille alors, quand tu as été Ouais, acheter ce premier jeu? ouais. OK. J'ai mon premier tarot que j'ai racheté du coup, c'était un tarot de Marseille. Je l'ai acheté d'occasion en me disant: «Ça va pas me plaire donc je vais pas investir, trop d'argent». Je trouvais ça sur Vinted, 5 balles, voilà quoi. Je me suis pas cassé la tête et j'ai acheté, le livre que tout le monde recommandait à l'époque quand on se lançait, dans le tarot de Marseille, ce qui est plus forcément le cas, maintenant. C'est, La Voix du tarot de Jodorowsky. Donc j'ai étudié ce OK. bouquin en long, en large, en travers avec le tarot de Marseille. J'étais fascinée par l'aspect historique, en fait, du jeu, par le côté, c'est un peu ce que Jodo vend aussi, hein, et avec lequel je suis plus trop d'accord maintenant, mais c'est genre le tarot de Marseille, c'est le vrai, c'est le seul, on n'y touche pas, quoi. Donc voilà, mais ça m'intéressait fort à ce moment-là. Moi, je suis passionnée d'histoire, donc c'est vrai que le tarot de Marseille, il y a quelque chose d'assez intriguant quand on aime l'histoire, quand on aime se pencher comme ça sur les sources, d'un outil. Donc ça m'a vraiment fascinée, ça m'a tenue en haleine pendant plusieurs mois, hein. Et donc ça a été vraiment, une partie importante de mon parcours et là où j'ai bloqué avec le Marseille, c'est que malgré les louanges de Jodo dans son livre où, il insiste sur l'importance des mineurs, et bien, en fait, dans toute son utilisation du tarot, même dans les exemples du tirage et cetera dans le bouquin, il n'utilise que les majeurs et Tout moi à je me fait. suis dit: «Mais what? Mais à un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me montrer comment je peux, utiliser les mineurs de manière concrète dans un tirage?» parce qu'en fait, on a beau dire que c'est un jeu de 78 cartes, que tout est important, pourquoi est-ce qu'on utilise, que les majeurs? Donc c'est un parcours assez typique, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, s'intéressent au Marseille, qui voient qu'on utilise que les majeurs, ça les dérange, ils se tournent vers le rider. C'est un peu comme ça moi que j'ai évolué aussi, quoi. Et donc après, tu as été chercher enfin, je creuse un peu sur les jeux parce que je sais que tu es une collectionneuse, Ouais, ouais. voilà, je te suis aussi certainement comme ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tu as été chercher quoi comme type de jeu après? Alors après, j'ai découvert Margot, Winterhalter qui est vraiment, une amie maintenant. Qui est passé par chez toi d'ailleurs Oui. et Margot, ça a été mon premier mentor. C'est-à-dire qu'en fait, avant Margot, je suivais beaucoup de, tarologues qui vivaient de leur activité, mais de manière, enfin, ils étaient tous anglais et c'était une résistance pour moi. C'était oui, ben, ils gagnent leur vie avec le tarot parce qu'ils parlent anglais, ils touchent le monde entier. Heu Ah et puis d'accord, OK. j'ai ouais, c'est ça et puis j'ai découvert Margot qui, voilà, un petit bout de femme là, qui vit de sa passion du tarot en français et là, je me suis dit: «OK, parfait, c'est génial» et donc j'ai creusé avec Margot, j'ai bien aimé son approche, des cartes et elle d'ailleurs a aussi beaucoup commencé avec le tarot de Marseille en fait, hein, avec Jodo et tout, elle en parle beaucoup, dans ses toutes premières vidéos YouTube et en fait, j'ai naturellement suivi un petit peu ce qu'elle faisait, elle partait sur le Wild Unknown, je me souviens, c'était son premier vrai jeu avec lequel elle a appris le système Rider et donc je me suis inscrite à son cours d'initiation au tarot intuitif et j'ai acheté, tout sauf le Rider-Waite, d'accord? J'ai acheté le Deviant Moon Tarot. Oui, le fameux. Voilà, ça c'était mon premier jeu type Rider, heu, qui juste me fascinait, au plus haut point, je ne savais pas pourquoi et je m'empêchais de l'acheter avant justement pour ce côté: «Non mais le Marseille, c'est le seul, qu'est-ce que tu fais? Va pas avoir toutes ces fantaisies là», tu Ah, vois? c'est incroyable que tu te sois dit ça, dis donc. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, au début, j'étais fort comme ça. Après moi, c'est un peu quelque chose sur lequel j'ai travaillé, mais j'ai du mal à remettre en question, les gens que je considère comme étant des références dans leur domaine. Par exemple, à l'UNIF, c'était compliqué pour moi d'aller remettre en question ce qu'un prof me disait parce que bon, bah, il devait certainement avoir la vérité puisqu'il était prof et qu'il était expert dans son domaine. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et donc par exemple, Jodo maintenant, je peux plus, quoi. Jodo, sa vision, pour moi, c'est plus une référence. Mais ouais, c'est vrai que j'avais ce côté, j'arrivais pas à remettre en question ça.
Mais bon, finalement, j'ai acheté le Devon Moon Tarot parce qu'il me fascinait, là, je sais pas, il y avait quelque chose dans ses dessins qui m'appelait très fort, alors que je suis pas quelqu'un, je déteste les films d'horreur, je suis une flippette, monstrueuse. Tu sais, Halloween, ça a jamais été mon voilà quoi, moi je suis, Noël, Tendrichon, petit plaid, enfin tu vois? Petit cœur, tout mou quoi. Donc tu vois? Deviant Moon, je sais pas, il m'a appelé donc je l'ai acheté et donc j'ai acheté le Deviant Moon et j'ai fait toute l'initiation au tarot intuitif de Margot avec le Deviant Moon Tarot et j'ai seulement acheté par après le Rider-Waite pour, l'étude en fait, tout simplement. C'est pas un jeu forcément que j'ai utilisé pour des tirages, pendant très, très longtemps en fait. Je l'ai juste étudié. Ouais, tu t'en Voilà. sers pas pour tes propres tirages? Maintenant oui, Ah maintenant oui? oui. Ouais, D'accord. ouais, ça m'arrive de le sortir, mais au départ, c'était vraiment que pour l'étude. C'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement moi, le Rider-Waite-Smith Mmh mh. historique. Je suis pas vraiment fan des illustrations de Pamela Colman Smith, ça me parle pas des masses. Ouais, Après effectivement pour l'étude, c'est quand même intéressant parce que tu reviens aux sources, tu reviens aux bases, tu vois? D'avoir ton Marseille, d'avoir ton Rider-Waite-Smith, c'est quand même intéressant ouais, c'est et sûr. et c'est vrai que toi, tu l'utilises aussi dans les formations que tu proposes, le Oui, Rider-Waite-Smith. voilà. Ça reste la Oui, c'est base de ça. référence, C'est c'est sûr. ça. Pour moi, c'est la référence, Mmh. donc je préfère utiliser celui-là aussi parce que, ça parlera d'office à tout le monde. Et oui. C'est-à-dire quand on parle de tarot, on pense au Marseille, on pense au Rider et on pense de plus en plus au Tot maintenant. Mais comme ça reste une référence, c'est sûr que c'est intéressant de revenir là-dessus quand on est dans une démarche pédagogique en tout cas. Ah certainement. Et justement, avec le tarot, voilà, il y a des questions que je pose assez souvent, ce que j'aime bien. On va aller un peu dans le croustillant. Est-ce que tu as des arcanes avec lesquels tu es vraiment familière et d'autres que tu peux pas saquer? Yes, bien sûr. Alors, je vais commencer par celle que je peux pas saquer parce que, je sais pas, ça me parle plus. Heu, Vas-y, en allez, mode clash là. non, en fait, il y en a une principalement que je peux vraiment pas voir en peinture dans le système Rider et puis il y en a une que j'ai du mal à assimiler le concept, en fait. Donc celle que je peux vraiment pas voir, c'est le 3 d'épée. Je pense que c'est, le cas de pas mal de personnes. En fait, je trouve que le 3 d'épée, représenté dans le système Rider, passe à côté, en fait, littéralement de ce qu'on peut, associer élémentalement et numérologiquement à un 3 d'épée. Moi, ce cœur, transpercé de l'âme où on va d'office te sortir la fameuse, «Oui, mais le 3 d'épée, ouais, tu vas être triste, on va te trahir, tu vas te sentir», enfin, tu vois? Pour moi, ça, c'est très léger, quoi et c'est un peu superficiel et j'ai toujours eu un souci avec cette lame jusqu'à ce que je découvre le système TOT et là, bah, voilà, TOT, merci, merci, Aurélie, de là où tu es. C'est vraiment beaucoup plus, en fait, beaucoup moins dénoté, de manière très tu vois, l'art justement de Pamela Colman Smith est un peu trop, évocatif, je trouve. Mais, après quand on creuse, c'est super intéressant en fait. Je voilà, c'est juste que superficiellement parlant, le cœur avec les 3 épées parce qu'en fait, Pamela Colman Smith, faut pas oublier qu'elle s'est quand même basée sur le Solabusca tarot et donc quand on retourne voir le Solabusca tarot, le fameux, par exemple, 10 de bâton avec le personnage surchargé de bâton, c'est une image historique du Solabusca tarot. Donc c'est pas Pamela Colman Smith qui a, pondu ça. Donc c'est aussi intéressant d'aller revoir ça et si je me trompe pas, il me semble que le 3 d'épée de Pamela Colman Smith est aussi inspiré du Solabusca tarot. Donc voilà. Mais ça, c'est une carte, à chaque fois systématiquement quand j'achète un tarot, je vais voir à quoi elle ressemble dans ce nouveau tarot et j'aime bien les gens qui vont, essayer d'apporter un petit twist à cette représentation-là. Et alors la deuxième carte que j'aime pas trop, c'est la roue de fortune. Quand elle tombe, déjà c'est désagréable parce que je sais que les fins de cycle et les nouveautés, c'est pas mon truc là. Moi le changement, c'est pour tout le monde, hein, je le sais, mais ouais, enfin, le changement, j'ai vraiment du mal. C'est quelque chose sur lequel je dois vraiment beaucoup travailler et la roue de fortune, il y a ce côté, lâche prise sur ce que tu contrôles pas, ça c'est chaud là pour moi. Le petit C'est côté chaud! empereur que tu aimes bien qui Mais revient voilà, là, mais ouais. c'est ça et c'est pour ça que je parle de la roue de fortune d'abord parce que vraiment, hem, il y a ce côté dans la roue de fortune, il y a le double tranchant de la roue de fortune de oui, tu peux, agir sur des choses que tu peux agir, tu peux, agir sur comment tu perçois des situations, sur comment toi tu vas réagir face à certaines situations, mais à côté de ça, il y a des choses qui se passent et que genre tu peux pas, c'est le double tranchant, tu sais, de cette notion de destinée où, est-ce que tu as vraiment un chemin tout tracé ou est-ce que tu as du libre arbitre? La roue de fortune te dit que tu as un peu des 2 finalement et ça, j'aime pas trop parce que justement, l'une des cartes, avec lesquelles je résonne beaucoup,
c'est l'empereur. Hem, L'empereur parce que alors déjà, c'est ma carte de naissance, donc si tu, additionnes les chiffres de ma date de naissance et cetera, ça se réduit à 4. Le 4 est un chiffre ultra, ultra important pour moi. Le côté stable, sécure, de quelqu'un qui construit, sur des fondations solides. Le côté visionnaire aussi de l'empereur qui cherche à bâtir un royaume, enfin un empire même, qui lui ressemble. Tu vois, ça me parle beaucoup, énormément, énormément et pour moi, l'empereur, c'est l'essence des 4 rois, du tarot Mmh. et les rois, ce sont aussi des cartes avec lesquelles, je travaille énormément. Donc l'empereur, je sais que c'est une carte, déclencheur chez beaucoup de gens. Il y a pas beaucoup de gens qui aiment cette carte. Moi, c'est une de mes cartes préférées. C'est un peu, ouais, c'est une partie en tout cas, de ma personnalité, celle qui ressort, qui est assez, flagrante. Donc l'empereur, c'est une carte vraiment que j'aime beaucoup et la deuxième carte, c'est la reine de bâton. La reine de bâton parce que et ça encore une fois, je pense que ça a vraiment un lien très fort avec le cours d'initiation intuitif de Margot qui, propose en fonction de son signe astro, d'aller chercher un personnage de la cour qui correspond élémentalement à ce signe astrologique. Donc moi, il faut savoir que je suis bélier solaire, bélier lunaire, enfin mon mercure, est en bélier, enfin bref, je suis vraiment à fond, bélier là. Hem Donc je suis très, très feu et c'est vrai que la reine de bâton, en fait, c'est l'arcane pour moi la plus inspirante, heu, de tout le jeu de tarot. C'est celle qui m'inspire le plus. Ça veut pas dire que je m'identifie à 100 à elle, mais c'est un peu, ouais, une figure inspirante, c'est celle à qui j'aimerais le plus ressembler. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est, l'incarnation de la reine de bâton, ça me fascine complètement. Donc c'est une carte, aussi que j'aime beaucoup regarder dans des jeux. Par exemple, dans le Deviant Moon Tarot, la reine de bâton, je la kiffe, quoi. Tu vois? Le côté guerrier, le côté, je suis là pour moi, et c'est une carte qui, généralement, si elle me plaît pas dans un jeu, je ne peux pas acheter le jeu. Voilà, ça c'est C'est plus la que carte n'importe quelle autre carte. la plus importante. Tu vas même aller au-delà de l'empereur, tu vas aller regarder cette reine de Ouais, bâton. Ouais. beaucoup plus, ouais. Mmh mh. Et si par exemple, le 3 d'épée, il est vraiment moche et que la reine de bâton, tu la surkiffes, tu vas y aller? Ouais, je vais y aller. Ouais, ouais, je OK, vais y aller. Ouais, ouais. Et parfois, il suffit, tu sais, qu'une seule carte me parle dans le jeu et c'est oui. bon, hein. Ouais, parfois tu te l'expliques pas forcément, hein. C'était ça avec le Forest of Enchantment Tarot, par exemple, la carte de l'ermite là, moi, c'était vendu, quoi. J'ai eu cette carte du blaireau dans sa petite grotte, avec ses petits bouquins, machin, fini. C'est bon. Oui, j'achète le jeu, je vais même pas voir les autres cartes. Je m'en fous. Je veux ce jeu pour cette carte et quand cette carte sort dans un tirage, du coup, il y a un petit truc un peu magique qui se passe, quoi, tu Ouais, vois? ça te fait du bien. Ouais, c'est sûr. Alors donc il y a eu cette initiation, au tarot avec, enfin au tarot intuitif pardon, avec la formation de Margot par laquelle tu es passée. Bon maintenant quoi, Mmh. tu es toi-même, Oui, oui. hem, comment dire? Faiseuse, enfin je sais pas comment dire ça, mais toi-même maintenant tu proposes, tes propres programmes Mmh mh. et justement dans tout ce parcours, ce qui est intéressant, donc on voit quand même que tu as cheminé tout à l'heure, tu nous partageais donc que tu as démarré le tarot réellement en 2017, tu t'es professionnalisée à 100 en 2020 Ouais. et puis il y a eu aussi, tu le partages très souvent sur tes réseaux sociaux, toute une progression dans la façon d'aborder les jeux, les tirages, dans la façon de comprendre aussi ce qui se passait quand tu tirais certaines cartes Mmh et mh. c'est ce qu'on a choisi de vous adresser aujourd'hui avec Sylvie, c'est la façon de lire un tirage. Alors toi, tu as expérimenté plein de choses Ouais. et on est sorti ce programme que tu as créé, Tarot contextuel et en fait, on a souhaité toutes les 2 vous faire un thème autour de ça dans cet épisode aujourd'hui. Alors, parce qu'il y a tellement de choses à dire et que ta pratique, elle a évolué, tu en parles souvent Mmh et mh. j'aimerais bien t'entendre à ce sujet-là et comment comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est pas ton premier programme, loin de là, en fait, Non, hein. pas du tout, non. Pas Mmh du mh. tout, hein, c'est un programme qui est assez récent. Mmh mh. Comment ça s'est passé dans ton cheminement, de tarot, même quand tu t'es professionnalisée pour faire évoluer tes tirages? Comment tu as observé ça? Alors, il faut savoir que moi, les tirages de tarot au départ, quand j'ai commencé, je me faisais des tirages, genre tous les jours là. Alors dès qu'il y avait un tirage, un étalement qui m'intéressait, je l'écrivais, je me disais: «Ah ça, je vais faire ça demain matin pendant ma routine du matin». Parce que la routine du matin, c'est vraiment mise en place, quasiment au même moment, que j'ai découvert le tarot, en 2017 donc
C'était tout, c'est plus ou moins, tu sais, j'ai renoué avec le journaling à ce moment-là, enfin bref, c'était vraiment un gros package là. Et j'adorais les étalements un petit peu, originaux, je faisais tous mes étalements, nouvelle lune, pleine lune, tout ça, tout tarot lunaire d'ailleurs, mon programme tarot lunaire, c'est un programme que j'ai vraiment appliqué pendant longtemps, que je fais plus de manière, intuitive là, systématique, à chaque cycle tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rendais compte que quel que soit l'étalement que je faisais, les questions, de la manière dont les questions étaient tournées et cetera, les mêmes cartes revenaient systématiquement. Et à un moment, je me suis dit: «Mais ça sert à quoi là de me faire des tirages, tous les jours, si au final, je ne prends pas le temps d'absorber le message et d'appliquer ça?» Parce que c'est chouette de se faire des tirages, on est d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même que ça nous apporte quelque chose. Et donc ça, je me souviens que j'en ai parlé dans ma vidéo sur YouTube, sur les leçons, je sais plus, après 1 an de tarot journal, un truc du genre, où je disais: «Mais les tirages quotidiens, c'est fini». Genre je fais un tirage quand je sens que c'est, quelque chose que je dois faire. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que être à ma table et puis, chercher un tirage ou créer un tirage moi-même, tu sais, réfléchir aux positions, machin. En fait, ça me saoulait là et en fait, le tirage en 3 cartes contextuelles, donc ce qui est en fait un tirage libre, c'est-à-dire j'ai une question, je tire 3 cartes et il y a pas de position attribuée à une carte, machin, un truc. Il y a pas de, tu vois, je vais pas les mettre, les 3 comme ça ou les 3 en diagonale ou les 3, non, j'étale les 3 cartes, c'est tout. C'est vraiment un objectif à la base de simplification, de me foutre la paix là, en fait. C'est vraiment ça, de libérer des ressources, et de me dire: «Bah, OK, j'ai une question, je tire 3 cartes et puis c'est tout». Et pourquoi 3 cartes? Pourquoi pas une? Parce que je trouve que le tarot, certains tarots plus que d'autres, mais je trouve que le tarot a quelque chose de très, fluide, et que le mouvement, dans les cartes est super intéressant à analyser. Et donc moi, c'est pour ça, en fait, que, je tire 3 cartes. C'est parce que j'aime voir, les jeux de regard, des personnages. J'aime voir, s'il y a des symboliques qui se répètent parmi les 3 cartes. En fait, j'aime le côté mouvement, en fait, du tirage contextuel. C'est pour ça que j'appelle ça un tirage contextuel, c'est parce que ça Oui, contextualise ta c'est ça. question, en fait, et il y a plus de storytelling, en fait, que de, vraiment d'interprétation carte par carte. OK, ça, c'est telle question, j'ai telle carte, donc ça répond à tel truc. Et on dit souvent, quand on fait un tirage, même en 9 cartes, par exemple, même si on fait, par exemple, une croix celtique, on dit souvent, ben voilà, il faut regarder aussi le tirage dans son ensemble et voir quelle carte regarde quelle autre, et cetera. Mais moi, je trouve pas ça forcément pertinent dans un tirage de croix celtique. Bah, parce que chaque carte a une position à la base. Alors oui, peut-être que des positions peuvent être intéressantes à confronter, genre le passé et le futur, ouais, OK. Mais après dans un tirage contextuel, ce qui est intéressant, c'est que les 3 cartes sont tirées pour répondre à une seule et même question. Ce qui fait que les jeux de regard, pour moi, sont beaucoup plus pertinents que, que dans un tirage plus, on va dire, plus classique quoi, avec des positions déterminées. Et donc le tirage contextuel, j'ai commencé à utiliser ça, bah, tout le temps. Voilà. Quelle que soit quelle que soit la question, que ce soit, par exemple ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai OK, ça fait longtemps que je me suis plus fait de petits, genre un tirage entre guillemets «léger» du jour. 3 cartes, voilà, c'est tout. J'ai mon message, j'ai l'analyse du mouvement des cartes. Il y a des cartes, intéressantes. Il y a quand même une carte qui est revenue par rapport à mon dernier tirage contextuel en 3 cartes, une seule sur les 3. Pourquoi c'est là? Pourquoi dans cette position-là? Enfin voilà. Je trouve que c'est un tirage simple, mais qui peut être tellement complexe en fait. Parce qu'on peut vraiment juste prendre un message très rapidement, mais on peut aussi, creuser et heu et trouver des couches de profondeur. C'est ce que je fais, notamment dans le programme tarot contextuel, puisqu'il y en a beaucoup qui me disent: «Oui, mais bon, tu as fait une vidéo sur tarot contextuel, alors qu'est-ce que le programme apporte de plus?» Bah, le programme, il apporte tout ce que je fais en plus, en fait, avec ça, parce il y a vraiment des couches de profondeur, vraiment, dans ce genre de tirage. Ça peut paraître simple, ça peut être simple et ça peut être très complexe. Et ce que j'adore, c'est que quand, mes proches me demandent un tirage, eh bien, je fais un tirage contextuel, quoi. Je me casse pas la tête, en fait, à me dire, «Attends, je vais réfléchir un petit peu à ce que pourrais te faire comme tirage par rapport à ta question». Non, en fait, je sors 3 cartes, quoi. Et puis c'est rapide et en même temps, on peut y aller pendant longtemps, quoi. On peut superposer des cartes d'oracle par-dessus. En fait, c'est sans fin. On peut mélanger des jeux, pour avoir plusieurs énergies.
On peut se dire on tire une carte avec le Deviant Moon et 2 cartes avec le tarot, je sais pas, kawaii, tu vois? Genre ça va confronter des choses. C'est, pour moi, c'est le tirage, heu, le go to, tu vois? L'outil que tu as dans Je ton comprends. baluchon du fou, tu vois? Et que tu sors, quel que soit le contexte. Alors j'ai plusieurs questions par rapport à ton partage. Est-ce que Mmh. le choix du jeu est important? Alors attends, je vais préciser ma question. Parce Ouais. qu'effectivement, on parle de visuel, on parle de jeu de regard, de jeu de couleurs, d'ambiance, Mmh. on le voit déjà, hein, quand on tire, sur certains tirages, tu vois des ambiances plus, chaleureuses, d'autres plus froides et cetera. Enfin Ouais, ouais. ça dépend, des cartes. Donc déjà, est-ce qu'il y a en fonction de ta pratique à toi, quand tu as une question, par exemple, à poser sur un domaine, particulier, tu vas aller chercher un jeu précis Oui. ou Mmh mh. oui, voilà, hein, c'est ça. Est-ce que Ouais, tu ouais, peux ouais. un peu Parce détailler ça? Ouais, oui, bien sûr. Après, pour faire des tirages contextuels, il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres, pour moi. Déjà, les jeux où il y a pas du tout de personnages, c'est un peu plus compliqué. Typiquement, un jeu comme le Tilwyk Tarot, tu vois, qui est un jeu qui représente des pièces d'une maison qui paraît un peu abandonnée et cetera. C'est un jeu très intéressant pour moi à utiliser une carte à la fois, tu vois? Autre type de jeu, c'est un jeu qui est pas très connu, c'est le, Mysteries of Mary Tarot, je sais pas si tu connais? C'est un Non, je jeu, le connais pas. alors c'est un jeu qui est, ce sont tous des hôtels, dédiés à Marie, à toutes des facettes de Marie. C'est un travail incroyable qui est fait par, Étienne Grobler qui est la créatrice. C'est un jeu qui vient d'Afrique du Sud, mais ça, c'est des hôtels sur chaque carte, qui ont été fabriqués, hein, donc vraiment à la main et tout ça et puis qui ont été photographiés, donc c'est un travail de malade. Mais ça, en tirage contextuel, c'est mort. Il y a pas de jeu de vie, enfin, tu vois? Pour Mmh. moi, ça marche pas. Il y a des Ouais, jeux j'entends bien. qui sont faits pour être tirés à une carte. C'est par exemple, typiquement pour moi, le Tilduik, c'est comme ça. Et ce sont des jeux qui invitent aussi à la méditation ou par exemple, dans certains cas, comme le Mysteries of Mary, ça peut être des jeux dévotionnels et cetera, qu'on va mettre, sur son autel et qu'on va garder la même carte pendant des semaines, enfin voilà. Mais par contre, des jeux plutôt classiques avec, quand même un certain nombre de personnages, avec un univers qui soit riche, qui soit cohérent aussi. Donc typiquement, moi, j'aime pas les jeux qui sont créés par plusieurs créateurs différents, parce que voilà, dans un seul jeu, j'aime bien qu'il y ait de la cohérence. Si j'ai envie de confronter des univers, je vais chercher des jeux différents, c'est tout. Mais oui, c'est typiquement et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je me pose pas la question pendant 1000 ans. C'est-à-dire que voilà, je me pose telle question, je vais voir dans ma tarothèque, je prends le jeu, je réfléchis pas à pourquoi j'ai choisi Mmh. celui-là en particulier, pas du tout. Je prends celui qui me semble juste et voilà. Donc mais c'est sûr qu'il y a certains jeux, par exemple, moi j'adore le Marseille en tirage contextuel. Parce que le Marseille, les regards des personnages et la façon, ils sont toujours de profil ou de Ah mais oui. c'est très marqué, tu vois? C'est très, très marqué, donc les liens entre les cartes, même avec une carte de mineur, tu vois? Tu si tu as l'empereur qui fait face, je sais pas moi, à la mort et qui regarde tous les 2 un 10 d'épée, enfin, tu vois? Je trouve que C'est vraiment puissant. visuellement, Mmh. c'est très puissant, c'est très marqué et donc moi j'adore le Marseille. Par contre, le tot, par exemple, bah, je peux pas. J'arrive pas à l'utiliser en contextuel. Le tot, c'est une carte à la fois. Pareil, je trouve que c'est un jeu un peu plus complexe qui, nécessite un peu plus de, enfin bon, voilà. Il y a des jeux, c'est une question de feeling aussi, hein. Oui, et puis ce feeling que tu as, les autres auront un feeling différent aussi en fonction de leur Exactement, pratique. Je pense que ça, tout c'est à fait. important, voilà, Mmh. qu'on puisse le préciser. C'est-à-dire qu'un tarot va vous parler à vous, il parlera pas à votre voisin, mais Exact. c'est Mmh OK mh. et c'est cool. C'est Oui, c'est ça, comme c'est tu dis. justement. Bah oui, c'est ça, faut aller devant, sa petite collection de tarots, même si on a que 2 ou 3, et puis se laisser porter par l'intuition du moment, c'est tout, hein. Exact. Sans prise de tête. Et ce que j'ai Ouais. entendu aussi, c'est que c'est intéressant parce que tu peux te lâcher la grappe finalement avec un tirage comme ça. Soit tu choisis d'aller vraiment dans les couches, dans la profondeur et tu dédies un temps à l'analyse, même on peut le laisser reposer et Ouais, c'est sûr. revenir dessus. Mmh. Par contre, si tu as envie de faire un tirage, one shot, tu vois, 5 minutes, tu Ah peux le ouais, faire aussi, quoi. Ça, c'est exact. OK. Ouais, non, c'est génial. C'est vraiment le tirage un peu couteau suisse, tu vois? Et tu peux aussi décider à l'avance de dire: «OK, je vais tirer», à partir du moment où en fait ton protocole est vraiment clair pour toi à l'avance, tu peux vraiment jouer avec ça. Tu peux te dire: «OK, je vais tirer 3 cartes en sous format contextuel libre et puis je peux par exemple, décider que quand même je vais faire avec les 3 mêmes cartes une interprétation, passé, présent, futur ou, situation, blocage, action», ou tu vois? En fait, tu peux aussi te dire: «Je vais
ajouter une couche supplémentaire à mon interprétation si tu en as envie. Tu peux aussi, par exemple, si c'est un tirage relationnel, ça j'adore, là, genre quand il y a un conflit, tu tires 3 cartes, tu interprètes un peu le côté situationnel du conflit avec tes 3 cartes et puis tu détermines avant de tirer tes cartes, la première carte, ça sera moi, la deuxième carte, ça sera l'autre personne et puis la troisième carte, ce que ça dit de notre relation à nous 2. C'est génial. Pour moi, le chiffre 3, c'est parfait pour ce type de tirage. Et en fait, c'est ça qui est génial avec le tirage contextuel, c'est que c'est très créatif, en fait, c'est très ouvert, hem et c'est très intuitif aussi. Hem, à un moment donné, avec le tirage contextuel, c'est ce que je fais quand je fais les challenges de l'Avent à Poudlard, je fais que des tirages Mmh, contextuels tout à et fait. souvent les gens me posent la question, me disent: «Mais comment tu sais que, la carte du milieu, c'est la carte qui contextualise la question et puis que les 2 autres apportent des» je dis: «Bah, je sais pas, c'est que c'est comme ça que je l'ai ressenti», tu vois? Genre, je tire les cartes, généralement, il y a un pattern qui émerge. Genre, s'il y a une mineure entourée de 2 majeures ou s'il y Mmh. a une majeure et puis 2 cartes de la même suite ou s'il y a que des majeures ou enfin, tu vois, il y a un pattern qui émerge beaucoup plus facilement et alors, très pratico-pratique, mais pour moi, ça compte. Moi qui suis quand même assez visuelle dans mes tirages, en fait, 3 cartes, c'est super facile à photographier et à coller dans ton journal. C'est con, mais quand quand tu as un tirage en 7 cartes et tout, beh, Ouais. vas-y pour faire une photo de Ah ton là là, tirage, enfin, tu tu vois vois? rien, tu as un petit calepin machin, il faut C'est ça. coller ça, ça part partout, on voit que dalle. Enfin, non mais Voilà, ouais, mais voilà, ouais. bah, non, mais ça c'est et alors ça te permet aussi d'utiliser des cartes, des grandes cartes parce que moi j'adore les grandes Mmh. cartes. Moi C'est aussi. aussi j'adore ça et j'adore les petites aussi, enfin, tu vois? C'est chacun a son charme en fait, mais utiliser des grandes cartes en tirage contextuel, c'est super fun parce que, bah, déjà tu vois les images en vachement grand là et puis, il y a une sensation différente quand on fait un tirage à 3 cartes, avec des grandes cartes. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de partager ça, en fait. C'est parce que je pense qu'il y a, dans ce tirage-là, un espèce d'outil couteau suisse qui peut, être, en fait, super déculpabilisant aussi, tu vois? Genre, quand, tu vas chez un proche, et qu'on te demande un tirage et que tu passes, 20 minutes à essayer de faire un spread convenable et genre 3 cartes, allez, c'est bon, c'est parti. Ouais, Tu c'est tu ça. tu sais tu sais que tu qu'en 3 cartes, tu as ce qu'il faut, tu vois? Et je trouve que ça montre aussi à la personne à qui tu tires les cartes que, bah, tu sais de quoi allez, voilà quoi, tu es prêt. Tu sais ce que tu as dans le ventre, tu sais ce que tu fais en tant que pratiquant, du tarot et moi je trouve ça apaisant en fait, c'est simplifié. Voilà, moi je préfère. J'ai une autre question. Les questions que tu poses en tirage contextuel, est-ce que tu vas adresser des questions qui commencent par «Comment?» Est-ce que tu vas adresser des questions qui commencent par «Est-ce que?» Ouais, ouais. Alors ça, c'est un module complet dans le cours parce que les questions sont importantes. Ouais, tout à fait. Mais hem, les questions sont importantes, mais pas dans le sens parce qu'on entend souvent, «À question imprécise, réponse imprécise» et là, je suis pas forcément d'accord. Avec un tirage contextuel, en tout cas, je suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 types de questions que je pose quand je suis face, à mes cartes et que je veux faire un tirage contextuel. Et les premières questions, c'est des tirages, ce que j'appelle sniper. C'est-à-dire je sais exactement ce que je veux savoir et donc c'est très contextualisé. C'est, qu'est-ce que je dois faire dans tel cas pour aider telle personne, dans les 3 mois? Enfin, tu vois, genre, paf, paf, paf. C'est, très, très, très précis. Et là, d'office, tu vas interpréter ton tirage de manière précise parce que tu as posé ta question de manière précise. Mais un autre type de question que je fais, c'est par exemple des questions plutôt, situationnelles. OK, je vis un conflit, je sais pas ce qui se passe. Je tire 3 cartes. J'ai pas de questions très précises là, mais je veux juste mettre la situation que je vis à distance. Ouais, c'est ça, tu es dans le flou, tu sais pas comment Voilà, prendre le sujet, donc tu as besoin que le tarot t'offre une ouverture. exact. Ah ben ça, c'est une façon de faire. Et un autre type de tirage que j'adore, ce sont les tirages que j'appelle les tirages philosophiques. C'est-à-dire qu'en fait, je vais, me baser sur un concept, un mot, un seul, vérité, je sais pas moi, connexion, liberté, un truc qui m'intrigue en ce moment par rapport à une lecture que j'ai fait, par rapport aussi à une carte oracle avec mots-clés que j'aurais tiré, avec un mot-clé qui m'intrigue et cetera. Et je tire 3 cartes juste pour essayer de dénouer comment moi je perçois ce concept-là, à travers mes filtres à moi, par exemple. Et ça, j'adore faire ça.
j'adore et c'est typiquement le type de tirage où tu sais, tu as une carte oracle au milieu, je sais pas moi, l'hiver par exemple et en dessous tu as tes 3 cartes et ça peut même dévier sur, l'écriture d'un poème par exemple, par une ode à l'hiver parce que tu as tiré tes 3 cartes, ça t'a inspiré quelque chose, tu vois? Donc pour moi, les questions sont importantes dans ce type de tirage parce que, hem, en fait, je pense que ce qui est important, c'est pas tant la question, mais le fait d'être au clair avec ce qu'on pose, tu vois? Est-ce que je suis dans le flou? Je suis dans le flou, OK, j'accepte d'être dans le flou, là, je suis incapable de poser une question précise, mais donc j'accepte aussi d'interpréter les cartes de cette manière-là, tu vois? Juste qu'avant de tirer tes cartes, ton protocole, il soit clair, en fait, c'est tout. Mais donc oui, il y a plusieurs types de questions, qu'on peut poser et c'est super chouette aussi de poser des questions très très vastes, en fait. Parce que le tirage libre a cette, liberté justement, offre cette liberté d'aller dans des directions. Tu sais, tu peux faire aussi des allers-retours. Je veux dire, tu es pas obligé d'interpréter tes cartes, 1, 2, 3. Tu peux, commencer par la 2, puis aller vers la 1 et puis te dire: «Ah ben tiens, la 1 et la 3, je trouve qu'elles se parlent bien» et en fait, voilà, ça ouvre d'autres perspectives, je trouve. Ce que tu disais tout à l'heure dans le cadre du storytelling, ça raconte une Mmh. histoire et elles sont toutes interdépendantes finalement, ces cartes. C'est ça. Ouais et en fait, tu peux faire des allers c'est ça que j'aime bien, c'est que tu peux faire des a tu dois, pour moi, faire des allers-retours. En fait, sauf si tu as décidé, tu vois, à l'avance, mais alors pour moi, ça c'est pas, un tirage contextuel. Si tu Mmh. décides à l'avance, ben ça, c'est la 1re partie du scénario, la deuxième, la troisième. Pour moi, c'est déjà plus un tirage contextuel. Tu peux le faire après ça, tu vois? Mais les premières couches de tirage, quand tu te fais 3 cartes où tu as une interprétation libre, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire des allers-retours, on peut parler, de telle carte d'abord et puis de reparler de la première et puis revenir au milieu et puis reprendre la première parce qu'elle répond à un truc qu'on vient de dire de la troisième, tu vois? Et ouais, c'est du storytelling et en même temps, le tarot, c'est ça pour moi, en fait. C'est de raconter l'histoire qu'on voit dans les cartes et c'est comme ça que ça fonctionne le plus, en fait. C'est comme ça que ça parle à l'inconscient, c'est comme ça qu'on dénoue des choses. C'est pas pour rien que la fiction, nous aide à prendre de l'expansion en tant qu'être humain. C'est pas pour rien non plus que, les rêves fonctionnent, comme ça, hein, avec des histoires un peu loufoques, qui se construisent. C'est pas pour rien, là, c'est le langage de l'inconscient et pour moi, le tirage contextuel, c'est ce qui est le plus ouvert, en fait et ça fait peur, hein, parce que, quand on commence, on aime bien les trucs très structurés et je pense que c'est peut-être important aussi de passer par là, hein. Oups, c'est quoi Non, ce non, c'est bruit? bon. Ah! OK. Hem et en fait, tu vois, le tirage, contextuel est libre, mais il y a quand même cette contrainte de 3 cartes. Parce que tu peux y aller, hein, en tirage, ça j'aime bien aussi, c'est aussi quelque chose qu'on aborde dans le programme, tarot contextuel, c'est les tirages conversationnels. C'est-à-dire que tu voilà, tu as une problématique, tu tires une première carte, tu parles directement avec le personnage de la carte et puis il te répond quelque chose et tu dis: «Tiens, tu as une autre question», tu tires une autre carte et tu peux y aller jusqu'à 25 cartes si tu veux. Mais du coup, le tirage, en 3 cartes, il y a quand même cette contrainte des 3 cartes et pour moi, ça, c'est un peu rassurant aussi pour les débutants, du coup. C'est passionnant, Sylvie. On a envie d'aller choper un tarot là pour aller, faire ce tirage de 3 cartes. Est-ce que tu as un conseil à transmettre aux auditeurs qui n'auraient pas encore testé, bah, on les invite tous bien sûr à aller creuser avec ton programme, et pour démarrer là aujourd'hui suite à l'épisode, quel conseil tu pourrais donner? Juste pas se prendre la tête, Mmh. vraiment, essayer là, sans se poser 1000 questions. Si on a des résistances à faire ce type de tirage, c'est peut-être alors je ça peut être pour plein de raisons, mais probablement peut-être pour une question de légitimité aussi. Mais tiens, je suis débutante, ça va pas venir facilement. Détrompez-vous là, c'est quelque chose d'assez fluide et même si au départ, c'est peut-être un peu compliqué, j'ai dit ça, je pense que c'était dans un de mes emails quotidiens. J'ai dû dire ça, j'ai dit: «C'est en tarotant qu'on devient taronaute, alors tarotez», tu vois? Pratiquer, parce que sans pratiquer, ça ne viendra pas. Donc la première chose, le 1er conseil pour moi, c'est de juste, beh, prends le jeu que tu as envie. Soit, tu as une question précise, soit tu as pas de question précise, tu vis une situation de conflit ou un problème et c'est bon. Soit tu prends un oracle avec des mots-clés et tu pars là-dessus et tu tires juste 3 cartes pour voir ce que tu conçois de ce mot-clé et en fait, juste se lancer parce que c'est plus facile que ça en a l'air, en fait. Et et alors peut-être le deuxième conseil, c'est si jamais, vraiment, il y a une besoin d'exemples parce que je pense que ça, c'est
c'est quelque chose qui fait du bien quand on débute, c'est de voir les gens tirer les cartes. C'est quelque chose qu'on me demande souvent de faire des tirages publics ou ce genre de choses. Et c'est vrai que perso, c'est pas ce que je préfère faire, c'est pas ma came, mais je fais ça, par exemple, pendant tout le calendrier de l'Avent à Poudlard. Après, bon, c'est vrai qu'il faut, aimer, l'univers d'Harry Potter, mais après les questions posées sont pas directement, en lien avec Poudlard, hein. C'est très vaste, ça peut convenir à plein de gens. Mais j'ai fait une vidéo, hein, sur le tirage contextuel qui est accessible gratuitement sur YouTube, où je fais un exemple par exemple, c'est bien Sylvie, où je donne un exemple concret de tirage, contextuel avec le tarot de Marseille d'ailleurs. Hem, mais ouais, c'est s'il y a besoin d'exemples, il y en a une flopée. On en a fait déjà 3, hein, des années, de challenge, tout est dispo sur IGTV avec, avec chaque jour, un tirage contextuel, en fait, pendant 25 jours. Donc, il y a de quoi faire, quoi, si vous voulez des exemples. Top, top, top. On va arriver à la fin de cet épisode. Le temps passe super vite. Ça fait déjà quasiment 3/4 d'heure qu'on est en train de papoter. On se rend pas compte. Je t'avais demandé avant qu'on se voit si tu avais des bouquins, des livres, Mmh pourquoi pas mh. à conseiller. Alors, on sait à quel point tu es une fan de lecture. Ça va être, ça, je sais pas si tu as réussi à choisir 1 ou 2 références. Alors, ce qui est souvent problématique avec moi, avec mes lectures, c'est que je lis beaucoup en anglais. Heu, j'ai beaucoup de facilité avec les langues de manière générale. Je peux lire en espagnol, je peux lire en anglais. L'anglais, ça ouvre des portes, incroyables, même si je pense que le champ éditorial francophone fait des gros efforts là en ce moment, et qu'il y a énormément de références qui sont traduites et cetera. Par rapport au tarot, alors c'est très spécifique au tarot de Thoth pour le coup, mais toute la première partie de ce bouquin est absolument fascinante. Ça s'appelle Understanding Aleister Crowley's Thoth Tarot de Lon Milo Duquette. Alors toute la partie sur les cartes, je l'ai pas lu du début à la fin, juste quand je tire une carte, je vais lire la carte à laquelle ça se réfère. Mais la première partie de ce bouquin est géniale. Lon Milo Duquette, il a une façon d'écrire, très fluide, mais encore une fois, c'est une référence en anglais. Et là, je l'ai pas encore lu, mais franchement, je pense que moi je cherche de plus en plus des références tarologiques qui sortent. Bon, alors clairement, je vais recommander Holistic Tarot de Benny Wayne parce que c'est un peu la bible du rider pour moi. C'est en anglais, c'est 800 pages, il faut se les farcir, je suis d'accord. Après, je sais qu'il y a des très bons bouquins parus chez Alliance Magique. Le guide, alors comment c'est? De Lisdine, Ah oui, le grand guide le du grand guide du tarot, je l'ai là voilà. et franchement, il est bien fait, hein. Ouais, c'est ça. Il est bien Mmh, fait, je le trouve super accessible pour les débutants, mais mmh, moi, là où tout j'en à fait. suis dans ma pratique, j'essaye d'aller vers des choses qui partent dans des contrées un peu Mmh. différentes, toujours dans cette optique d'explorer et d'apprendre des nouvelles choses. Je vais pas lire, 50 000 livres de tarot qui répètent, ce que les cartes veulent dire et cetera. Enfin, à un moment donné, ça m'intéresse plus. Ah bah non, tu tournes en rond sinon. Oui, c'est ça. Et du coup, là, je viens d'acheter un livre de Camélia Elias, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui s'appelle Read Like the Devil. Et c'est un livre sur le tarot de Marseille, mais qui apparemment peut, enfin voilà, c'est parce qu'elle utilise, principalement le tarot de Marseille, mais c'est pas une méthode, d'apprentissage du tarot de Marseille, donc voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est une façon de lire les cartes. Elle a une énergie très scorpion cette autrice. Je sais pas comment la décrire. Elle a une énergie très, ouais, très dans le sombre, mais en même temps très feu, enfin voilà, je sais pas, c'est très particulier. Mais elle a une série de 3 livres sur donc du coup Read Like the Devil, Marseille, Lenormand et Carte à jouer, je pense, Ah Cartomancie tradie. génial! Excellent. Et ouais, donc ça a l'air vraiment cool. J'ai commencé par celui sur son tarot de Marseille. Je l'ai reçu là la semaine dernière, donc c'est ma prochaine lecture tarologique, parce que, je pense que c'est un livre qui sort un petit peu, voilà, des sentiers battus et moi, c'est ce que je cherche en ce moment. Voilà. Donc c'est vrai qu'en français, on est un peu limité. Si on s'intéresse au Thoth, bah, à part le livre de Thoth en français, sincèrement, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de bouquins. À ma connaissance, non, il y a pas eu d'autres Heu, éditions là-dessus. Mmh. non, non. Sur le rider, oui, ça commence évidemment, il y en a de plus en plus, j'en ai plein dans ma bibliothèque et que j'ai pas forcément, envie de lire parce que je sens qu'ils sont un peu trop tradis.
Ouais, Donc j'en ai aussi. Je suis en train de regarder ma bibliothèque en même temps, mais j'ai la moitié d'anglais aussi. ouais, ouais, d'office, d'office. Ouais. Ouais, en fait, effectivement, s'il y a une référence pour les débutants, que tu as cité, c'est le livre, de Liz Dean, et celui-là, il est top. Ouais, ou c'est Pour ça. commencer, et puis il est traduit, voilà, donc c'est Ouais, c'est un ça. tout terrain, quoi. Et sincèrement aussi, fiez-vous à certains jeux qui ont des guidebooks exceptionnels là. Ah, tellement! Ah oui, franchement, il y a des jeux, ils ont des Ouais. livres qui les accompagnent, qui sont absolument merveilleux et qui apprennent, vachement, de choses, sur le système tarologique en lien avec ce jeu ou pas d'ailleurs. Je pense évidemment bon là, on est dans l'extrême, mais je pense au Book of Maps de Benny Wayne. Enfin, c'est un travail monstrueux de encore, c'est un deuxième holistic tarot, mais avec elle a complètement pour moi révolutionné le système tarot, donc c'est ouf là, ça ouvre des perspectives, différentes. Mais il y a des guidebooks, alors qu'est-ce que j'ai là en tête? Parce que j'ai beaucoup de guidebooks sur des oracles aussi qui sont géniaux. Là, je viens de recevoir par exemple le dernier oracle de Teal Swan sur les valeurs, mais alors le guidebook il fait 40 pages, on dirait un petit livret merdique là, mais c'est un condensé de merveilles, franchement. Si vous voulez faire du shadow work, c'est parfait. Heu, un guidebook, attends, parce que là, en fait, je suis loin de ma bibliothèque, donc je l'ai pas, sous les yeux. Ouais, le Book of Maps d'office, je recommande à 1000. Ouais, une bricasse aussi, hein, celui-là. Ouais, bah, oui, je sais que c'est un peu, Ouais, et c'est en anglais, c'est pas en toujours des anglais. concepts très faciles à explorer, mais vraiment, il y a des guidebooks, par exemple, et je pense à des tarots en français. Je sais que le guidebook, par exemple, du Everyday Witch est vraiment très bien, du Light Sears aussi est très, très bien fait. Je pense ah ouais, j'ai reçu il y a pas longtemps le Gaian Tarot. Alors le Gaian Tarot, déjà avec ses belles petites illustrations, c'est très printanier, estival comme ça, comme ambiance. Et bien son guidebook, il y a des questions de journaling, enfin c'est génial. Le guidebook du Moonchild Tarot est super, enfin il y a des tonnes de jeux. Celui du Urban Tarot, je sais pas si tu l'as, le Urban Tarot? Je l'ai eu, mais je l'ai laissé partir, Tu l'as laissé partir. ouais. Mais oui, il est cool aussi parce que, en fait, moi, ce qui me dérangeait, c'était toutes ces références à New York au final, Mmh. je connais pas là et avec lequel j'ai pas de lien particulier. Tu ferais le même à Londres, tu vois? Ce serait différent. Mais mais heu, mais ouais, je l'ai laissé partir, mais oui, c'est pareil, c'est genre de petits guidebooks et même des guidebooks qui payent pas de mine, genre même le Deviant Moon, tu vois? Il a un petit côté, où c'est quand même la patte de l'auteur, parce qu'on dit souvent, tu sais, que le tarot n'est pas venu avec un vieux grimoire poussiéreux, qui dit comment l'utiliser et cetera, et moi je considère que chaque, tarot qui vient avec son guidebook, beh, le guidebook, c'est le putain de grimoire du jeu, donc concentre-toi Il aussi y là-dessus. il y en a un dont tu as parlé l'autre jour en parlant de grimoire, et je l'ai Ouais. aussi, c'est, le bouquin de James R. Reads. Tu Ah sais oui. qui oui, oui, alors Mmh. celui-là, écoute, et je l'ai vu que Ah, tu il en est avais parlé, magnifique. Ouais, ouais, ouais. et tu disais c'est intéressant parce que tu vois justement comment le jeu a été créé, le process créatif, on comprend mieux aussi comment, ça a été construit, ce qui a été mis dans les cartes. Ouais. Pour moi, ça, c'est du velours. Ah ouais, Enfin, à et on fond. apprend, quoi, on Mmh. apprend. Oui et puis en plus, lui, il a vraiment fait un objet incroyable là, c'est magnifique Ouais, enfin bah, ça genre, c'est un cadeau, c'est un écrin quoi, tu ouais, me c'est disais superbe. grimoire, c'est pour ça m'a fait penser à ça. Je dis: «Mais oui, Oui, bien c'est sûr, vrai. celui-ci». Oui, ben voilà, les guidebooks, ils sont souvent sous-estimés, je trouve, et Ouais. et alors qu'on en apprend vraiment beaucoup. Donc voilà. Bon, on a donné pas mal de pistes, hein, déjà. On arrive à la fin. Sylvie, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut aller suivre, toutes tes aventures? Le plus facile, je pense, c'est là où je suis le plus présente, c'est Instagram. Donc papoter lunaison sur Instagram, je suis assez présente, je partage souvent, je fais des stories, assez régulièrement, des petits posts et cetera. Sinon, j'ai lancé, début 2022 une, liste d'emails quotidiens. Donc tous les jours de semaine, du lundi au vendredi, j'envoie un petit mail avec, j'essaye, c'est pas juste alors bien sûr qu'il y a, une idée promotionnelle derrière, en même temps Lunaison est une entreprise, donc c'est un peu normal. Mais, il y a aussi, une vraie volonté de ma part de partager des idées, de partager des astuces, des vidéos exclusives, des, tirages, de, vous donner aussi parfois des vidéos qui font partie de certains cours, juste pour vous donner des aperçus. Voilà, il y a une volonté de ma part d'avoir la plateforme d'email, je trouve ça plus personnel de recevoir dans sa c'est comme si je vous envoyais un petit hibou chaque matin avec, votre petite missive du jour, et j'aime beaucoup faire ça. Donc là, c'est, voilà, c'est du contenu gratuit,
et qui je pense reflète bien, ma pratique à moi. Et sinon, YouTube c'est aussi la plateforme où je partage des vidéos gratuitement. C'est vraiment le côté créatif et fun, que j'aime beaucoup. Et récemment, ouais récemment quand même, début 2022, j'ai lancé, le Discord de Lunaison qui est super cool du coup, avec des salons dédiés pour chaque cours. Si vous êtes membre, des cours, vous avez des salons dédiés où vous pouvez partager, de manière beaucoup plus efficace que Facebook. Je sais que, beaucoup de gens sont réticents à quitter Facebook et à passer sur Discord. Mais je vous assure que Discord, c'est une question de minutes. Une fois que vous y êtes fait, là, c'est génial. C'est une espèce de chat, illimité, là, c'est parfait. Donc voilà, ça, c'est un peu les plateformes où on peut me retrouver. On mettra tout en lien de l'épisode pour te retrouver. On va aussi mapper les références que tu nous as données, comme ça on va tout avoir. Yes. Eh bien, je te dis un très grand merci Sylvie d'être passée sur la pépite. Merci pour tous ces beaux conseils. J'espère que vous qui nous écoutez, ça vous aidera bien. Merci à Merci toi, mille Cécile. fois. Merci, c'était super chouette. Ah, cool. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast. Et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.